Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir Fabrice Jaffré pour cet épisode. Bonjour Fabrice et bienvenue dans Veto Micro. Bonjour Colline. Alors Fabrice, tu es en quelque sorte un vétérinaire multidirectionnel engagé. Je m'explique. Tu es sorti de Nantes en 1991 après avoir réalisé une thèse sur le capucin et le tétraplégique. Tu as ensuite exercé en clientèle canine pendant 4 ans. Donc jusqu'ici, la trajectoire est assez classique. Mais à partir de 1995, commence à apparaître le côté multidirectionnel puisque tu as créé l'association Vétonet. Et à partir de 1995, tu travailles au Point Vétérinaire où tu vas passer 20 ans, où tu vas travailler en tant que webmaster, puis webmanager, puis directeur web. En 2018, nouveau changement de direction. Tu décides de créer ton entreprise Kena Conseil, qui vise à accompagner les entreprises dans le secteur de la santé dans leur conformité au RGPD. En 2020, tu ajoutes des cordes à ton arc et tu décides de proposer dorénavant, en plus du reste, des formations à la cybersécurité. Et on observe en 2022 un nouveau changement de direction puisque après avoir assisté à une fresque du climat, tu développes toi-même un rôle d'animateur de fresques. Tu vas animer des fresques telles que le climat, l'eau, le numérique, la biodiversité. Et en parallèle, tu suis une formation à l'Institut de formation carbone pour pouvoir réaliser les bilans carbone dans les entreprises, notamment dans les cliniques vétérinaires. Et en 2024, tu réalises notamment le bilan de l'ENVA. En 2024, il se passe un autre événement de taille puisque tu reçois avec des confrères et des consoeurs vétérinaires le prix de l'Ordre pour avoir créé la fresque de la clinique vétérinaire. Depuis la fin de l'année 2024, il y a donc quelques mois seulement, tu dispenses également des formations à la démarche RSE et cette année, tu vas aussi lancer une formation au numérique responsable. Tu disais, quand on a préparé l'interview, qu'à 57 ans, il se pourrait bien que tu aies enfin trouvé ton ikigai. On aura peut-être l'occasion dans cette interview d'expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices ce que c'est l'ikigai. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu aimerais réagir dans cette introduction, Fabrice ? Ah oui, une petite précision sur le prix de l'Ordre. Donc c'est Ecoveto qui l'a reçu. Oui. Et on est allé, Manaïque de Kersauzon et moi, en tant que membre d'Ecoveto et co-créateur de la fresque, on est 7 à l'avoir créé, on est allé récupérer le prix, mais c'est Ecoveto qui l'a reçu. Ok, super. Merci pour cette précision qui me semble effectivement très importante. Du coup, on va se lancer, ça y est, dans l'interview maintenant. Et je vais commencer avec la première question traditionnelle que tu as peut-être déjà entendue et retenue et à laquelle peut-être que tu as réfléchi. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie, Fabrice, de devenir vétérinaire ? Oui, je suis pas sûr d'avoir la réponse, déjà, parce que j'ai cherché le fil conducteur, là, quand tu repassais un peu le parcours, et puis Ouais, il est un peu difficile à trouver. ok. Et après, effectivement, j'ai eu plusieurs réflexions sur mon parcours, à quel moment j'ai quand même bifurqué, pourquoi, etc. Mhm. Et on va dire que même en 3e année, j'étais à l'école de Nantes. En 3e année, j'ai commencé à voir si je ne pouvais pas aller récupérer le cursus de médecine. Donc déjà, c'était quand même pas le parcours très linéaire, et finalement, je l'ai pas fait.
Alors je pense que sans faire de psychanalyse, c'est que mon oncle est fermier et puis, tous les étés, j'allais dans la ferme et voilà, on m'a dit: «Ah, tu aimes les animaux? Ah tiens, tu qu'à faire, vétérinaire» et puis c'est parti là-dessus. Ça finit par, être ancré dans mon esprit et puis j'ai suivi cette voie. Mais est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire? Apparemment non, quoi. Oui, c'est ça. Il y avait pas, une envie profonde, depuis que tu étais tout petit, de dire: «Je veux soigner les animaux, c'est ça ma destinée». Si, et puis finalement, c'était peut-être une façade ou une façon de me convaincre que c'était la bonne voie jusqu'à ce que je pratique. Les 4 années à Rambouillet, bah, ça s'est bien passé. J'aimais bien, ça se passait bien avec la clientèle. Il y avait une petite chirurgie de base, pas de souci particulier, mais c'est, j'avais pas forcément la flamme, hein, la flamme, Mmh. vraiment l'énergie et la passion que je peux rencontrer dans certains confrères, certains consoeurs et certaines consoeurs et certains amis que je fréquente Ouais. toujours qui vraiment, s'épanouissent vraiment dedans. Mmh. J'avais pas d'épanouissement, ça me plaisait, mais j'avais pas d'épanouissement OK. et c'est surtout quand j'ai commencé à entre 2 clients à développer cette partie informatique et internet que là j'ai compris qu'effectivement il y a eu une petite erreur de parcours. OK. Et là, du coup, je suis très curieuse que tu nous en dises plus parce que c'est quand même un métier complètement différent, celui de l'informatique, du web, par rapport à celui de l'accompagnement et du soin aux animaux. Heu, Comment t'es tombée dedans là? Tu dis comme ça entre 2 consultes, je commençais à bidouiller, enfin tu pas dit bidouiller, mais moi c'est le mot que je mets. Comment t'es tombée dedans finalement, et parce qu'après tu en as fait 20 ans de carrière quand même? Ouais, je pense que c'était vraiment ça ma première passion, c'est-à-dire que dès le Mmh. lycée, j'avais commencé à faire des petits programmes qui étaient enregistrés sur les disquettes souples que toi tu n'as OK. sûrement pas connues. Et après ça s'est je me suis un peu éloigné. Ensuite pour, la thèse, eh bah, j'ai réappris à utiliser les ordinateurs. C'était le démarrage, presque du Macintosh avec Mmh. Apple et vraiment j'adorais faire ça. J'adorais programmer, j'adorais utiliser, l'informatique comme outil, que ce soit pour faire une thèse, mais aussi pour faire des présentations et cetera OK. et puis, bah, ça après ça m'a plus vraiment quitté même pendant la clientèle, jusqu'à ce que ça prenne le pas Ouais. sur la formation continue que j'aurais dû faire, quoi. OK. Donc c'est effectivement ça, c'était plutôt quelque chose d'inscrit en moi. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informaticien, je n'ai pas de Ouais. personne, passionnée d'informatique ou du numérique dans ma famille. Mais ça te plaisait quoi, ça te bottait et si j'ai bien entendu, tu dis même dès le lycée? Oui, 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 dès le lycée, dès les premiers, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des Commodore, j'avais eu un petit ordinateur Laser 200. C'était en seconde, sur lequel je faisais les programmations. On apprenait à faire des cercles, enregistrer un cercle qui prenait presque toute la disquette. C'était juste, étonnant quand on pense maintenant ce qu'on peut mettre sur une Ouais. clé USB. Mais effectivement c'était ma vraie passion et OK. jamais j'ai imaginé m'orienter vers l'informatique parce que moi bah, ça y est, c'était parti sur, vétérinaire Ça veut dire que et je veux pas faire de psychanalyse, hein, mais j'aime bien chercher à comprendre, qu'est-ce qui se passe, pour les gens, pourquoi ils prennent certaines décisions. Donc tu as une vraie passion qui est l'informatique quand tu es au lycée. Tu as un oncle éleveur qui, du coup, te permet d'avoir un contact avec les animaux, donc il y avait quand même cette envie-là qui était présente. Comment ça s'est passé pour toi le fait de te diriger vers les longues études de vétérinaire plutôt que de chercher des études, plutôt dans l'informatique? Quand tu étais au lycée, comment Bah, peut-être un manque de réflexion, un manque de recul ou, ouais, une voie que j'imaginais déjà tracée ouais, OK, et puis, bah, quelque part, il y a la maman derrière, hein, qui on n'a pas envie de la décevoir puisqu'on OK. sent que ça lui fait tellement plaisir que son fils, devienne vétérinaire Ah ouais, et puis j'avais rien contre. C'est ça un peu ouais, l'esprit. C'est pas que c'était ma passion, manifeste, c'est que j'avais rien contre devenir vétérinaire. ouais. Mais c'est après que je prends conscience de ça, hein. Sur Mmh. le à cette période-là, c'est voilà, c'est écrit, je vais devenir vétérinaire et puis j'aime bien l'informatique. 2 choses complètement différentes et qui Ouais. n'ont pas ne sont pas amenées à fusionner.
Oui, et je te remercie de le nommer comme ça et d'oser le nommer comme ça parce que moi, je me suis vraiment rendu compte tout au long de ma carrière de l'importance qu'avait eu le regard des gens autour de moi sur le fait que je sois vétérinaire pour que je continue et que je persiste et que je pousse et que je tienne bon, alors que très visiblement, c'était pas là que j'allais le plus m'éclater. Et j'entends que toi, d'une certaine manière, il y a eu aussi ça qui s'est passé pour toi. Des personnes, notamment ta maman que tu nommes, qui voyait ça comme quelque chose d'extraordinaire, qui a peut-être probablement influencé ton choix et fait que tu y es allé, alors que si vraiment on t'avait aidé à réfléchir à 17 ans, 16 ans à ce que tu voulais, t'aurais peut-être dit en fait sorry maman, mais c'est pas ça que je vais faire quoi. On n'est pas là pour refaire l'histoire, mais je trouve ça intéressant de le nommer. Oui, et puis on peut pas dire qu'il y avait une pression de sa part, mais mais c'était un peu insidieux, quoi. C'était un chemin tout tracé qui faisait plaisir à tout le monde, Ouais, qui parle. ouais. C'est une réponse. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, ma vétérinaire? Ah! Ah oui, d'accord. Mmh. Si j'avais dit que je voulais faire du RGPD, je ne sais pas ce qu'on fait puisque ça n'existait pas à l'époque. Il y avait bien la CNIL quand même, mais j'aurais parlé de cybersécurité, pas mieux. Le changement climatique, ben, on n'y était pas vraiment, en tout cas à un niveau public. Et Ouais, c'est c'était le chemin facile un peu. ouais. Et puis longues études, bon, c'est quand même pas si long que ça. Et puis bah, À ton époque, c'est combien de temps? il y avait après la prépa, il y avait 4 ans. Et la prépa, c'était combien de temps? Moi, j'ai fait 2 ans. J'ai fait un OK. an donc j'ai fait carré, donc j'ai fait 2 ans à Clémenceau. OK, donc ça fait 6 ans d'études quand même, c'est pas non Oui, plus c'est court quoi. pas oui, enfin, OK. Comment tu en viens quand tu continues d'apprécier, d'avoir, un pied dans le milieu du web puisque du coup tu arrives à combiner, ton métier de véto avec ce plaisir-là? Qu'est-ce qui te fait, basculer, au bout de 4 ans à Rambouillet vers, OK, en fait, je vais vraiment faire du web mon métier? bah, effectivement, c'était la naissance de l'internet en France, je crois que c'est à peu près 93-94, le début d'internet. Et puis là, ça me passionne. Vraiment, Mmh. je me plonge dans un peu, tous les documents qu'il peut y avoir dessus, puis je commence à faire des petites pages web, faire un site web et donc là, c'est la création de Vetonet avec Mmh. un confrère, on finit par je crée Vetonet, une page, j'accumule des infos dessus, puis avec, Guillaume Combe, un autre vétérinaire, on finit par déposer des statuts, ça démarre en association et cetera et puis OK. après viendront se joindre d'autres vétérinaires, donc il y a Géry Gwender, Marc Bonny, Emmanuel Faget, on commence à faire cette communauté et là franchement, là je m'épanouis. C'est super sympa, il y a des échanges, on est en train de lancer quelque chose, c'est assez novateur Mmh. et OK. puis donc je suis entre 2 clients, je suis en train de faire du web et parallèlement le point vétérinaire recherchait quelqu'un pour développer cette partie-là Mmh. et donc j'y suis allé au départ une journée par semaine et puis finalement, bah, il y a eu un switch assez naturel comme ça jusqu'à faire, uniquement de l'informatique. Donc il y avait un petit peu de journalisme et puis essentiellement développement de bases de données, de sites web au sein du point vétérinaire. OK. Après effectivement, c'était une période où je me suis aperçu vraiment c'était la c'était une sorte de renaissance, de vraie passion de l'informatique. C'est on imagine, vraiment le se frotter les mains avant d'aller au travail, ça Ouais. franchement, j'ai connu ça, quoi. C'est Colbert, hein, quoi, qui faisait ça, qui se frottait les mains. Ben là, j'y étais Ah génial, hein, ça et fait plaisir à et entendre. j'étais pas en allant, démarrer ma journée de consultation, démarrer mes 3-4 castrations, j'étais pas reculant du tout. Je faisais le job, mais effectivement, Oui. c'était clairement enfin, avec le recul, c'est plus facile, mais c'était clairement pas ma passion première. Ouais, c'est pas la même chose de faire quelque chose, avec une forme de tranquillité parce que c'est là qu'on est et de faire quelque chose en se frottant les mains, avec de l'excitation et une vraie envie et de la passion et un truc qui t'anime, qui te fait vibrer. Enfin, il y a quand même une grosse différence, quoi, en termes de Oui, 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 ressenti. c'est Mmh. on en on reparlera peut-être. C'est vraiment ce que maintenant je verbalise par l'ikigai, c'est-à-dire arriver à trouver quelque chose dans lequel on s'épanouit, Mmh. qui, à la limite, on n'est pas trop mauvais dedans. Enfin, théoriquement, dans l'ikigai, c'est quand on est même doué dans quelque chose, on s'épanouit, ça nous rapporte de l'argent et en plus c'est utile. Donc là, utilité, j'y mettrai pas la même utilité maintenant de l'informatique que forcément
ce que je peux faire en transition écologique, mais en tout cas, ça s'approchait de ça, quoi. Ouais. Et puisqu'on est sur l'ikigai, moi je suis OK qu'on y reste et qu'on fasse pas une trame uniquement chronologique. Quand est-ce que tu as entendu parler de ce concept et qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as entendu parler de l'ikigai? C'est un concept japonais, hein, il me semble? Oui, j'ai découvert assez tard, justement à l'occasion de quand on nos dans la partie animation que je peux faire dans les ateliers que je peux faire, Frais du climat, Frais de l'eau, biodiversité, et cetera. Ouais. En tant qu'animateur, on essaye de travailler un peu les relations qu'il peut y avoir, et on est amené aussi à réfléchir à qu'est-ce c'est pas l'idée de faire changer les participants et les participantes de métier, sur un métier plus impactant, mais de réfléchir à qu'est-ce qu'une personne qui nous demanderait: «Est-ce que je dois changer de métier?» qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Mmh. Et puis on finit par tomber sur cette notion qui arrive à marier les 4 valences, hein. Les valences, Ah. vraiment, je m'épanouis dans quelque chose, je suis bon dedans. S'épanouir quand on est mauvais, c'est difficile. Je m'épanouis, je suis bon dedans, ça me rapporte, ça me permet de vivre économiquement, et en plus, c'est, entre guillemets, «utile» pour la Mmh. société. Oui. Et quand on a ces 4 valences, on coche tous les cases, ben là, je pense on peut vraiment, s'épanouir, et puis ce n'est plus un travail, quoi, c'est une passion. On OK. peut penser une infirmière, elle a un vrai rôle dans la société, mais si elle n'arrive pas à s'épanouir, ça ne marche pas. Oui. Même si elle était sur le plan économique, ça suffit. Si elle n'arrive pas à s'épanouir, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Ce Oui, n'est elle pas est pas que le dedans. fait d'être utile, c'est vraiment Et oui, arriver à s'épanouir. à combiner les 4. Et toi, quand tu l'as découvert, tu t'es dit: «Ah, je suis dedans» ou tu t'es dit: «Ah, j'y suis presque» ou qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as découvert ce concept? Je l'ai découvert donc assez tard, enfin 2022 à peu près, OK. et je me suis dit: «Méfiance», parce qu'à chaque fois, moi, j'avais l'impression d'y être. OK. Donc avec l'âge, on est toujours très, très prudent. Je suis de plus en plus prudent. OK. À chaque fois, je m'épanouissais dans ce que j'ai fait. Je épanoui, enfin, quand j'ai fait la pratique vétérinaire, franchement, ça se passait bien, Mmh. relationnement avec les clients, ça se passait bien. Il n'y a pas eu de problème, majeur que ce soit dans la partie, médicale ou chirurgicale, donc ça suivait son cours. Mais c'est ensuite dans la partie informatique, bah, là, je me suis épanoui. Ensuite, quand je me suis lancé dans la protection des données, pareil. Franchement, c'était vraiment, j'ai trouvé beaucoup de plaisir. La cybersécurité, c'était une petite balance complémentaire. Ensuite, j'ai fait un petit passage vers la réalité virtuelle et réalité augmentée, OK. et c'était très passionnant aussi. Donc à chaque fois, je me dis: «Ah, c'est vraiment intéressant», et puis c'est un peu l'idée aussi heu quand on a un marteau, on a l'impression qu'il y a des clous partout. À chaque fois, OK. j'ai eu cette impression-là, de voir quand je faisais du RGPD, vraiment, on ne parle que de RGPD, c'est fou, c'est très important, et je quitte le RGPD, je passe à la cybersécurité, et j'entends quasiment plus parler de RGPD. En tout cas, et pourquoi? Parce que je m'auto-noie dans mes alertes, dans mes newsletters, dans mes sites que je vois, et donc j'ai l'impression d'avoir cette facette. Et après, c'est à force de changer qu'on s'aperçoit que ce qu'on voit n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et d'ailleurs, quand je discute avec des amis qui sont en dehors de la sphère parisienne des fresques du climat, Oui. la plupart me disent: «Je ne sais pas ce que c'est». Alors que Mmh. nous, on fait des ateliers régulièrement. Si on est dans le microcosme éco-véto, atelier, fraises du climat, et cetera, on se dit: «Ben, franchement, tout le monde est au courant». Il y a il y a presque 2 millions de personnes qui ont fait cette fresque-là. On se dit: «Bah, de toute Ouais. façon, tout le monde, ça y est, tout le monde est au courant». Mais non, c'est c'est vraiment, encore une fois, avoir une sorte d'œillère qui fait d'œillères qui font que on ne voit que le RGPD, que la cybersécurité, que le Ouais. changement climatique. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, je à chaque fois, j'ai eu l'impression de m'épanouir, et là, j'ai l'impression de m'épanouir, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon ikigai enfin à, 57 ans, et 57-58, je sais même plus, mais peu importe, et Grosso modo. et voilà, un ordre de grandeur, et
comme ça ne fait que finalement que 3 ans, j'attends un petit peu Ok, pour voir si c'est bien ça, ok. mais parce qu'à chaque fois je peux faire avoir, hein. Bon, c'est pas un épisode complet sur l'ikigai et nous ne sommes ni l'un ni l'autre des spécialistes renommés du sujet, mais moi je pense que ce serait un sujet intéressant à creuser parce que la façon dont tu en parles, j'ai l'impression que c'est comme si on devait en avoir qu'un. Et je sais de ce que je connais, de peu que je connais de la culture japonaise, ils ont un côté très perfectionniste. Les Japonais, ils font 3 plats dans un restaurant, mais par contre, ils les font parfaitement. Il y a cet aspect-là. Donc, je pourrais imaginer que dans l'ikigai, il y a cette notion de unique. Mais moi, ce que j'entends et que je trouve intéressant dans ton discours, c'est tu t'es épanoui à plein d'endroits dans ta vie. Et au bout d'un moment, tu t'épanouissais plus et t'as changé. Mais je trouve ça plutôt chouette dans ce que tu décris de ton parcours. C'est plutôt, il y a eu de l'épanouissement là, de l'épanouissement là, de l'épanouissement là, et puis il y a eu des rebonds, quoi. Oui, alors c'est l'épanouissement, Mmh. mais l'épanouissement, c'est pas l'ikigai. On peut Ouais, s'épanouir dans quelque chose qui n'est absolument pas utile pour la bien société. sûr. Et donc l'ikigai, ça ajoute cette valence. Et là, Mmh. je serais plutôt en imaginant trouver son ikigai, c'est-à-dire comme s'il y en Mmh. avait qu'un. J'ai pas réfléchi à cette notion de OK. dans le temps d'en trouver plusieurs. Je peux m'épanouir dans le temps dans plusieurs facettes qui n'ont rien à voir. En revanche, Oui. c'est pas forcément l'ikigai. OK. Et manifestement, dans les premiers, ok, j'avais l'aspect économique, j'avais la passion. Je ne peux pas savoir si j'étais bon, je me débrouillais, on va dire, mais pas Ouais. forcément. Est-ce que c'était utile? Ben, je me posais pas la question. C'était pas forcément quelque chose qui me et puis surtout, si c'était pas utile, j'arrivais à trouver, un peu comme la compensation carbone, on va dire, si je ramène tout au changement climatique. OK, je vais prendre l'avion et ben, je vais compenser en plantant des arbres. C'est pas comme ça que ça marche, hein. On doit réduire ses émissions, on doit autant que possible arrêter de prendre l'avion, en tout cas diminuer et puis in fine, le reliquat, là, on peut compenser. Et ben, là, moi, je compensais, par exemple, en étant bénévole à la Croix-Rouge, et puis c'était une sorte d'équilibre comme ça. Je m'épanouis dans mon travail. À quoi il sert? Ça, je ne sais pas, mais au moins, je vais, au niveau social, pouvoir jouer un petit rôle à ce niveau-là. Voilà comment c'était. Mais je pense pas que c'était justement que c'était cette notion d'ikigai où les quatre en même temps sont réunis et c'est le terme exceptionnel qui est un petit peu exagéré, mais peut-être, mais c'est chouette d'arriver à le trouver Mmh mh. pour dire ok, j'ai l'impression que c'est plutôt utile. Et puis certains avec qui j'ai pu discuter de cette notion, ils l'ont trouvé à 20 ans et d'autres le Oui. trouvent à la retraite, peu importe. C'est pas ça regarde c'est une sorte de quête bien japonaise, Oui, c'est pas ça. du tout de perfection, hein, mais de trouver un sens. Et Oui. puis là, on le définit parfois l'ikigai comme, qu'est-ce qui me fait me lever le matin, hein, c'est un peu ça, quoi. Pourquoi ma flamme, mais en plus avec cette notion de tant qu'à faire, autant que ce soit utile aux autres et non pas juste centré sur son propre, plaisir. Oui. Mais je te rejoins ce que tu as dit, je suis absolument pas spécialiste de l'ikigai, ça. Oui. Allez, je vais me forcer à changer de sujet, sinon on va faire 45 minutes sur l'ikigai, Fabrice. Puisqu'on parle d'utilité, j'aurais envie de revenir à Vetonet, parce que je suis curieuse de savoir quelle était, la raison d'être de Vetonet à sa création, donc l'association que tu as créée avec d'autres vétos dont j'ai oublié le nom, hein, que tu as nommé tout à l'heure. C'était quoi la raison d'être au départ et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Parce que je suis allée voir et j'ai vu que Vetonet, ça existe encore. Alors oui, je ne saurais pas parce que j'ai vraiment, on va dire, enfin lancé et puis ensuite contribué au sein du bureau de l'association, OK. en tant que j'étais trésorier à un moment. Mais après quand j'ai un peu quitté la sphère vétérinaire, quand j'étais un peu plus large au niveau de la société Wolters-Kluwer d'édition pour les professionnels, pour les vétos, mais pour les autres, là j'ai quitté, vraiment j'ai pris du recul par rapport à l'association. Et donc je ne sais pas, j'ai pas suivi vraiment. Mais l'idée, OK. c'était au départ, la naissance de l'internet en France, eh ben, c'était faire une communauté des vétérinaires sur l'internet et ça voulait dire derrière, on avait une liste de messagerie, on pouvait s'échanger sur des cas cliniques, sur des documents d'imagerie avec des photos, des radios, et cetera. Ça pouvait être juste des échanges conviviaux, c'était le début il y avait un petit site web, mais ce qui marchait bien, c'était d'abord la liste de messagerie. Trop bien.
Et c'était quand tu dis la liste de messagerie, du coup, c'était des personnes qui avaient envie de se contacter, pour quel type de raison? Tu sais un peu, Oui, on en avait, plusieurs. Il y avait certaines qui regroupaient des vétérinaires, sur des sujets d'ENAC, sur des sujets de canine, sujets rural, équine et cetera. Donc c'était plutôt orienté cas clinique, mais Ouais. il y avait aussi des échanges informels heu, sur la profession de manière générale ou sur des passions. Mais quand même l'essentiel, c'était pouvoir échanger, mettre les vétérinaires en commun autour de sujets de médecine. Oui, bah, ça, j'imagine que ça a plu parce qu'aujourd'hui encore, ça fait partie des choses qui sont où les vétos sont en demande, hein, de pouvoir avoir accès à des confrères, des consoeurs, discuter des cas, Oui, alors il y a plein de déclinaisons qui se sont faites oui. et puis, sous d'autres formes qui sont tellement plus adaptées et puis avec des vidéos avec un débit facile Mmh. maintenant. Mais effectivement, à l'époque, c'était marrant, c'était novateur, c'était chouette et puis c'était la petite asso heu, qui voulait très modestement faire avancer les choses, hein, sans Ouais. sans prétention. Et si je reviens, à tes débuts, au point vétérinaire, moi, je serais curieuse de savoir, pour pouvoir être embauchée en tant que webmaster, tu as juste, continué de te former d'une manière autodidacte ou tu as fait des études en parallèle? Comment ça s'est fait pour toi à cet endroit-là? Non, j'ai autant pour le RGPD, j'ai dû, me plonger un petit peu dans la lecture parce que je n'avais absolument aucune formation en droit. Donc j'ai dû faire un minimum de formation en droit et puis en cybersécurité par la suite. Mais là, tout s'est fait en autodidacte. Et OK. d'ailleurs, les vétérinaires avec qui j'ai pu travailler par la suite après, notamment François Médard qui était avec moi au point vétérinaire, pareil, lui c'était autodidacte, le, le parfait développeur qui a appris je ne sais pas combien de langages de façon autodidacte, qui a jamais pris un seul cours. Ouais. Ben, on a été une période, maintenant c'est encore amplifié, j'ai l'impression, période où on pouvait plus facilement échanger et se former en ligne, et apprendre. Mais maintenant Mmh. avec YouTube carrément, YouTube ou autre, i les MOOC, les podcasts, là pour le changement la transition écologique, le changement climatique, on trouve des choses extraordinaires et si on veut, on trouve la formation. Il faut faire attention de pas tomber dans de pas subir la mésinformation, Mmh. la mauvaise information, mais on peut vraiment se former très facilement, quand on a des disponibilités. Ouais. Ouais, c'est chouette. Donc tu as tout appris tout seul et qu'est-ce qui a évolué pour toi, au cours de ta carrière? Parce que c'est un peu des titres comme ça, je suis capable de les lire, hein, webmaster, web manager, directeur web. Bon, je comprends bien qu'il y a un rapport avec l'internet, mais je veux bien que tu expliques, qu'est-ce qui a évolué dans ta carrière et comment tu as vécu, cette évolution finalement au sein du point? Ouais, alors c'est les termes sont pas forcément, on prend des termes qui sont associés aussi, à une grille de salaire parce que ça permet de justifier, le mot de parfois c'est un peu artificiel. Mais en tout cas, disons que si on grossit le trait, webmaster, quand au point vétérinaire, c'était responsable du site web du point vétérinaire et puis un OK. peu des bases de données, ce qui va avec. Et web manager, c'était une gestion un peu plus large parce que chez Wolters Kluwer, qui avait racheté le point vétérinaire, il y avait il y avait un pôle santé, mais dans lequel il y avait des, une partie vétérinaire, une partie dentaire, une partie médicale, une partie pharma, etc. Donc c'était gestion un peu plus large de l'ensemble des parties de santé de ce pôle. OK. C'était juste un peu plus large et un périmètre un peu plus grand que vétérinaire. Et du coup, toi, tu faisais un peu plus de travail ou alors qu'il y avait des personnes il y avait un peu plus de gens dans ton équipe? C'était quoi la différence finalement? Oui, il y avait Oui. un webmaster par partie, par secteur OK. et c'était un peu plus manager que webmaster qui a un peu plus les mains dans le cambouis. Donc j'ai toujours aimé, moi je suis pas un manager, hein, j'ai toujours aimé, vraiment être vraiment dans l'action et dans la Mmh. construction, mais c'était un peu plus large et puis le rôle était oui, un petit peu plus quand même managérial que opérationnel.
Et comment tu l'as vécu alors à ce moment-là, toi qui aimes avoir les mains dans le cambouis, comme tu as dit, de finalement plus tant les avoir, mais de manager des personnes qui avaient les mains dans le cambouis beaucoup plus que toi, même si tu les gardes un peu? Oui, j'étais pour la partie vétérinaire, je le gardais quand même, un peu plus Ouais. et puis c'était toujours en recherche de nouveaux outils pour les appliquer dans les autres secteurs. OK. Parce qu'on est passé par la découverte, le démarrage des livres numériques, Mmh. numériques qui intégraient du multimédia, les premières apps sur iPhone et sur Android. Donc ça, c'est passionnant, mais c'est de voir comment ça marche, essayer de comprendre, savoir quels langages peuvent être utilisés et puis ensuite les appliquer, les dupliquer dans les différents secteurs. OK. C'était une partie, c'était vraiment très intéressant. On a eu cette naissance-là Ouais. depuis la première page web en HTML pur jusqu'à des apps Ouais. et le développement du smartphone. J'ai pas connu en tant que salarié de Wolters Kluwer ensuite de NewsMed le développement de l'IA qui lui doit Mmh. être majeur actuellement. Donc ça, je prends un peu de recul par rapport à ça, mais sinon les différentes étapes dans le numérique étaient assez passionnantes. Et si je reviens, à la partie managériale, comment tu as vécu, de passer à ce rôle de manager? C'est assez classique comme évolution dans les entreprises. Une personne qui est douée, on la fait monter dans la hiérarchie et ça passe par prendre un rôle de management. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que c'est pas du tout le même métier que de gérer, d'être webmaster et d'être manager d'une équipe d'humains. Oui, alors effectivement, ça c'est vrai, mais comme tu l'as dit, c'est l'évolution et le process classique. Ouais. Et quand bien même on n'est pas bon manager, bah, c'est pas grave, on devient manager parce que on a une OK. équipe à gérer. Et moi, c'était pas mon truc, et 2, j'aimais pas ça. C'est un peu la même chose, je recommence. C'était pas mon truc, et 2, je pense pas que j'étais bon dedans. Et les personnes OK. avec qui ça s'est très bien passé, je les manageais pas. Je n'ai pas pas. On était des consoeurs, des confrères, on échangeait, et cetera. C'était pas du management. Ça se passait tellement bien qu'il y avait pas cette relation hiérarchique juste sur le papier, mais pas quand il a fallu vraiment manager, ça, moi, j'aimais pas du tout et franchement, j'étais pas bon. Là, si on veut parler de doué et de d'épanouissement, là, c'était pas ça. C'était perdu. Est-ce que tu penses que ça a contribué ou ça a rien à voir avec ce qui fait que petit à petit tu as choisi de quitter le point vétérinaire pour faire autre chose? Oui, peut-être, avec aussi des orientations, des managements qui était pas ce que j'attendais. On parlerait de RSE en ce moment, à notre époque, hein, et qui Mmh. était pas vraiment ce à quoi j'attendais. Mais enfin bon, ça c'est pas l'essentiel. Mais c'est aussi que j'étais arrivé, je crois, à 22 ans dans la même société et moi j'avais l'opportunité, une porte ouverte pour repartir. Et puis je me suis dit tiens, c'est l'occasion à un moment de rebondir, pas de rebondir, mais de faire autre chose, de partir Ouais. sur notre voie, allez, ça va être notre leitmotiv, de trouver mon ikigai, peut-être. Et puis, comme d'autres vétérinaires aussi l'ont fait. Ça m'est tombé dessus, mais c'était le bon timing OK. pour essayer autre chose. Et qu'est-ce qui fait que, au moment de cette opportunité de quitter facilement un emploi puisqu'on te propose de prendre la porte, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit: «Allez, je me monte mon entreprise»? Parce que c'est quand même plus du tout la même vie par rapport à une vie de salarié. Ah oui, là c'est franchement le saut dans le vide, hein, parce que je ne suis pas entrepreneur. Je ne suis pas entrepreneur, sinon j'aurais, en sortant à 22-23 ans, enfin, 18 ans, je choisis des études, j'apprends à m'orienter, dans cette voie. Moi, je ne suis pas de base entrepreneur, mais je voulais essayer autre chose OK. et on m'offre sur un plateau, enfin je tombe sur la protection des données qui me parle. Il y a une petite valence cyber informatique qui me plaît bien, une valence protection, la valence sociale du RSE qu'on pourrait dire maintenant qui me plaît bien et puis je fonce Mmh. dessus. Mais effectivement, c'était l'inconnu à la fois sur le plan financier, sur le plan d'une lassitude de ce sujet. C'était assez
une vraie interrogation. Et puis, dans mon entourage, personne ne comprenait ma passion subite pour ce RGPD qui faisait plutôt fuir les autres. Ouais. Mais bon, j'ai plongé, j'ai tenté. Et comment ça s'est passé, ce plongeon? C'était donc 2018, le lancement du RGPD en avril 2018, je crois, ou mai, je sais même plus. Et, et le temps que je me forme, donc j'étais au CNAM, donc j'ai le Le CNAM, certificat c'est quoi? le Conservatoire national des arts et métiers, OK. et qui permet notamment des cours en journée, mais des cours du soir aussi. Et pour avoir le certificat de délégué à la protection des données, DPO. Et je commence à ce moment-là à faire la formation et de la mise en place du RGPD dans des pharmacies. Un peu le secteur veto, le secteur santé. Et ce qui me plaisait, c'était la dimension TPE aussi. Pas dans des grosses Mmh. boîtes. De toute façon, les grosses boîtes, elles embauchent des personnes spécifiquement dans ce secteur-là. Ouais. Et ça se passe très bien. Et là, boum, le confinement. Et Mmh. le monde de la pharmacie, moi j'ai vu comme ça, il faudrait vérifier si c'est bien ça, mais a eu une période très très difficile de sollicitation extrême, de gestion stressante, et donc leur parler de RGPD en 2021-2022, ça les faisait doucement rire, en disant on OK. a d'autres choses à faire, on OK. a d'autres préoccupations, laissez-nous souffler un petit peu. Et ce qui commençait à s'amorcer de ce que j'ai vécu, mais il faudrait peut-être que la profession ou d'autres auraient une autre approche, mais ce qui commençait à s'amorcer, parce qu'ils sont vraiment au carrefour de la gestion des données personnelles, entre Mmh. les médecins, les médecins, les patients, les laboratoires, etc. Ils sont un carrefour, mais il le comprenait en 2018-2019, et après, c'était plus un sujet. Et là, ben, j'avais le choix entre rentrer en tant que délégué à la protection des données dans une grosse entreprise ou creuser ailleurs. Donc je pars sur la cybersécurité, qui me semblait assez congruent, protection des données, cybersécurité. Et puis là, c'était un peu plus mon domaine, donc ça me plaît bien. Et puis voilà, je fais des formations, je fais quelques dispenses de bonnes pratiques dans des entreprises. Voilà, c'est tout, ça vivote, ça vivote. Et comment tu trouves, juste ça m'intéresse parce que moi je suis entrepreneuse, hein, et du coup, le fait de trouver de la clientèle et de donner envie à des personnes de me faire confiance pour travailler avec moi, c'est un sujet. Comment, tu trouves tes premières pharmacies et les premières entreprises pour, la sécurité, numérique? Comment ça se passe en fait concrètement de trouver des clients pour toi, qui n'est pas entrepreneur dans l'âme? Qui ne suis pas entrepreneur, qui ne suis pas démarcheur. Ça commence mal, hein. Ouais, c'est Mais c'est un vrai challenge du coup. j'ai l'impression, c'est la sérendipité, hein, tout le long, hein. OK. C'est comme dirait Edouard Baird un peu, hein, ce ne sont que des hasards, ce ne sont que des rencontres. Et là, c'est un collègue qui a fait la formation au CNAM sur le protection des données, qui a un gros réseau, qui me fait profiter de son réseau, notamment au niveau des pharmacies. Et puis cybersécurité, bah, c'est un ancien directeur que j'ai eu, qui a monté sa boîte de formation, qui me propose d'ajouter ses formations au catalogue. Ça démarre comme ça, etc. Que du hasard, alors on va dire réseau, mais moi j'ai pas spécialement de réseau, mais c'est vraiment du hasard qui fait que ça démarre comme ça, sans plus OK. faire autrement. Bon, pas de pas de ligne continue, pas de ligne construite. Tu jamais démarché? T'as jamais eu besoin? On a parlé de toi et tu sais Je ne pas sais faire? pas faire. J'ai fait un tout petit peu après le Covid, après le confinement, et ça m'a conforté dans l'idée que j'étais vraiment pas fait pour ça. On n'est Je plus me du tout lasse sur très l'ikigai. rapidement. Je me lasse très rapidement, et puis c'est pas ce que j'aime faire. Franchement, je ne sais pas, me vendre, et je ne sais pas démarcher. Ou tu sais faire plein d'autres trucs. Je te propose qu'on aille regarder, ce que tu sais faire très bien aujourd'hui, en tout cas très bien, je sais pas, mais en tout cas tu le fais régulièrement. En allant sur le sujet des fresques, raconte-nous, Fabrice, ta première fresque. Qu'est-ce qui t'y amène? Comment tu découvres? Quand tu y vas, tu es dans quel état d'esprit? Ah oui, alors si tu veux bien, je vais t'expliquer comment j'en suis venu à cette première fresque. Mais oui, Parce je que veux c'est bien. quand même un virage incroyable, parce que il y a, on va dire que le changement climatique, les
pour la petite histoire, il y a arrière, grand-père de Greta Thunberg, Arrhenius, qui avait lui déjà calculé ou estimé que les émissions de carbone qu'on allait générer allaient faire une augmentation de 3-4 degrés de température donc par rapport à 1850. Donc ça, parfaitement dans les clous. Incroyable, hein, on est en 1900 à peu près. Sauf qu'il avait imaginé que ce serait en, je crois, 3000 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est juste trompé sur la rapidité, mais non pas sur l'amplitude. Et donc on sait ça depuis longtemps. Depuis les années 1970, on sait où on va, quelle est la cause et où on va. Et moi, je me suis pas vraiment, ok, je triais mes déchets, je économe en électricité, etc. Mais j'avais pas cette fibre, j'étais pas engagé. Mmh. Et donc, on arrive en 2022. Quand même, sacrée marge. Donc, j'ai RGPD, cybersécurité, un peu de réalité virtuelle. Je me suis intéressé vraiment j'ai fait quelques formations même j'ai dispensé quelques formations sur l'utilisation de la réalité augmentée, réalité virtuelle dans des formations pour des formateurs. Donc, des formateurs, on leur disait comment utiliser cet outil. Et dans le cas de ma formation continue, je suis allé voir au club Digital Santé. Je suis allé à une conférence au campus Paris Santé un soir et c'était l'essor de la chirurgie digitale et augmentée. Ah, voilà, on est bien dans le thème de ce qui m'intéressait en médecine humaine. Et un intervenant, Éric Vibert, qui est professeur en chirurgie digestive, qui parle de réalité augmentée, de l'utilisation, de la gestion des erreurs, ça je connaissais pas, super intéressant, et qui tous les 4-5 minutes parlait de attention, impact carbone, impact des émissions de cette utilisation, etc. Et je voyais pas trop le rapport, les gestions des erreurs, pourquoi pas, mais on était quand même dans une conférence axée sur la réalité augmentée, et il parlait de ça. Donc, le soir, après la conférence, je vais vérifier qu'est-ce que c'est que ces émissions carbone. Donc vraiment, j'avais aucune notion. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces émissions carbone? Et donc de fil en aiguille, je tombe sur les fresques et je me dis, bah, tu vois, on peut en faire une. Et puis là, bah, comme allez, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête. Je sais pas s'il y a des chiffres qui existent, mais peut-être comme la majorité des participants, je prends une claque Mmh. en constatant ce qui nous attend si on ne fait rien. Donc c'était la fresque du climat en juin 2022 à peu près. Et donc pour ceux qui n'ont pas fait de fresque, en général c'est en deux parties. Une première partie qui est partie de compréhension. On comprend les impacts que ça peut avoir. Il y a à peu près 300 fresques qui existent, hein, fresques du climat, déchets, plastique, finance, diversité, biodiversité, textile, football. J'ai même fait une fresque du football pour voir ce que ça donnait. Donc OK. c'est vraiment énorme. Et à chaque fois, on a plutôt ces deux valences. Une première partie compréhension et une deuxième partie surtout pour pas être dans une conscience malheureuse qui n'aura pas d'intérêt. C'est qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire à titre personnel, à titre collectif, dans l'entreprise ou dans les collectivités. Mmh. Et là, la vraie claque, et ça a amené à revoir un peu mes priorités et puis à se dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Donc moi qui suis relativement passionné, intéressé par les formations, former Mmh. des gens, mais je me dis je vais pouvoir faire ça. Et au fil du temps, quelques mois, je me suis aussi aperçu qu'il pouvait y avoir un modèle économique derrière. OK. Parce qu'au départ, c'était du bénévolat, hein. De toute façon, on démarre tous bénévoles, on fait des fresques, en bénévole et il pouvait y avoir, au sein des entreprises, en revanche, un modèle économique qui me permettait de m'orienter dessus. Voilà, donc c'était un vrai déclic très précis Mmh. et puis ensuite à fond là-dedans. Trop bien. Ça t'a pris combien de temps de formation, de pouvoir devenir animateur d'une fresque? Parce que c'est un processus qui se reproduit sur plusieurs sujets, donc ça demande quand même de maîtriser le processus, d'avoir suffisamment de connaissances sur le sujet pour pouvoir animer, répondre aux questions, aider les gens dans leurs réflexions. Ça a pris combien de temps, pour toi? Effectivement, si on regarde une fresque donnée, la fresque du climat, Mmh mh. on a une procédure qui est bien normée, c'est-à-dire qu'on fait une fresque, donc on est participant à une fresque, OK. et ensuite, si on voit que ça nous plaît, on nous propose de devenir animateur, donc d'être formé à l'animation. Donc on a une autre formation spécifique où on refait la fresque rapidement et puis on nous donne les tips, etc. Et après, l'idée, c'est d'être
observateur dans une fresque qui est animée par un chevronné, ensuite co-participant, enfin co-animateur, pardon, et ensuite animateur tout seul. Ça se fait très progressivement. Et puis il y a spécifiquement pour la fresque du climat, il y a carrément des niveaux, des ceintures qui sont faites, ceinture blanche, jaune, orange, vert, bleu, etc. Et pour montrer un peu notre implication et notre niveau. Et à chaque fois, on va dire que c'est un travail énorme puisque autant on nous dit lancez-vous avant d'être expert, sinon vous n'en ferez jamais, et puis vous allez peut-être Mmh. perdre le fil ou vous décourager. Mais entre deux ateliers, ben on se forme, on suit des MOOC, on échange avec les autres. Il y a des communautés, il y a des systèmes d'échange, il y a des réunions entre animateurs, animatrices, etc. C'est un vrai travail, mais c'est pour ça que quand j'ai trouvé le modèle économique, ça m'a arrangé parce que si on veut vraiment le bien faire, on est presque à plein temps, hein. À Ouais. plein temps pour se former. Alors après, si je parle de l'association Ecoveto, qui est bien connue des vétérinaires, il y a des praticiens à plein temps qui font ça en plus, hein, qui se Ouais. forment le soir, qui se forment le week-end, qui font la fresque de la clinique vétérinaire sur le week-end, sur leur temps de libre ou sur leur temps de Mmh. journée de RTT 600 salariés, etc. Ça peut se faire en plus, mais Oui. quand on commence à multiplier les fresques, c'est-à-dire là, moi, j'ai ajouté la fresque de l'eau d'abord, ensuite la fresque de la biodiversité, qui me tenait vraiment à cœur, ensuite la fresque du numérique, où là, j'étais plus à l'aise, c'était mon secteur, mon domaine, et Mmh. puis ensuite la fresque de la clinique vétérinaire, mais là, on l'a co-construit avec 7 autres vétérinaires de l'association Ecoveto. Donc Ouais. là, on va dire que bah, je connais quand même un peu le métier, même si ça fait 25 ans que j'ai pas pratiqué, mais le vétérinaire numérique, plus facile. Oui. L'eau, j'y connaissais rien. L'eau, j'aurais été incapable de refaire le cycle naturel de l'eau parce qu'on le Mmh. voit en sixième, cinquième, mais c'est tellement loin. Donc c'est vraiment à Ouais. chaque fois réapprendre. On part de zéro, on réapprend. On a une quantité incroyable d'informations à ingérer, mais après, il y a des croisements qui se font. Ce qui fait Ouais. que chaque fresque dans lequel on devient un peu plus à l'aise va nous servir pour les autres fresques, puisque tout est intriqué. Et là, si quelqu'un te disait, «Oh là là, moi une fresque, ça me parle pas du tout, j'ai pas envie d'aller, perdre mon temps à ça», qu'est-ce que tu dirais pour peut-être donner envie à des personnes de s'y intéresser? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à aller à une fresque? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? C'est quoi l'intérêt qu'il peut y avoir? Oui, déjà, ils n'ont rien à perdre puisque on peut l'associer à un moment convivial. Parfois, OK. on va si on parle d'une clinique vétérinaire, pour que ce soit plus parlant, pour les auditrices et auditeurs, on peut le faire à l'occasion en même temps qu'un petit buffet, rassemblement d'équipes. Pense à mettre à boire sur le buffet et on est bon. Voilà, voilà. Et puis si on veut être congruent, j'ai vu, plusieurs cliniques qui avaient un traiteur éco-responsable, vraiment l'ensemble, c'était OK. vraiment vraiment chouette. Mais après ça c'est pas le plus important, mais c'est soit à l'occasion d'une réunion d'équipe où il y aura eu des dispenses du bilan de la clinique, un peu avant ou après, ou ça peut être spécifiquement fait pour ça. C'est convivial, c'est sympa et puis on y va pour 3 heures. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a une tendance globale des fresques à essayer de diminuer un petit peu le format OK. qui, au-delà des 2 millions de personnes et de l'ensemble des entreprises qui ont déjà fait, qui étaient les plus engagées qui l'ont faite, ou pour lesquelles 3 heures c'était pas un problème. Là, il y a quand même Mmh. un petit retour en arrière où on va dire qu'1 heure et demie, 2 heures, ça passerait beaucoup mieux. Mais ça, c'est OK. OK, c'est un petit problème technique mais en même temps, ça peut faire mieux passer la pilule pour ceux qui seraient vraiment pas dubitatifs, mais qui se disent, «Franchement 3 heures, ça va être très, très long de parler d'un sujet sur Ouais. lequel que je ne connais pas Ouais. et et sur lequel je ne vois pas comment agir». Donc, OK, il y a ce petit point technique, mais sinon c'est plutôt rien à perdre et potentiellement des fenêtres qui vont s'ouvrir. Et puis si on parle aux dirigeants d'entreprise, que ce soit une clinique vétérinaire ou n'importe quelle entreprise, je fais pas mal de fresques numériques dans des ESN, on peut carrément leur dire: «Vous avez» il y a plein d'aspects qui jouent dans cette fresque. C'est-à-dire que je parle aux dirigeants, c'est le implication des salariés, puisqu'ils vont: «Allez, Ikigai,
encore une fois, ils vont peut-être trouver cette petite partie de OK, mon entreprise va peut-être, heu, mon activité dans l'entreprise va pouvoir avoir un impact qui est au-delà de cette entreprise, ou en OK. tout cas qui va diminuer ce qu'on appelle les externalités négatives de l'entreprise par mon action ou par ma connaissance et ensuite ma sensibilisation des autres salariés, et cetera. Donc déjà, impact, peut-être redonner du sens à certains salariés qui s'ennuient, faciliter l'embauche, Mmh. même dans les cliniques vétérinaires, hein. Il y a des études, je crois que c'était fait par Ecoveto, qui montrent que de plus en plus d'étudiants vétérinaires ont ce critère dans leur choix de Mmh. clinique, quoi. Qu'est-ce que OK. vous faites en éco-responsabilité? Et Mmh. ça peut être un critère de choix. Donc OK. on embauche plus facilement, on on redonne du sens à certains salariés, on a un impact, moindre sur l'environnement. C'est une obliga On anticipe éventuellement les obligations légales. C'est OK. c'est dans le code de déontologie, hein. On doit Mmh mh. prendre en compte son impact environnemental. Ouais. Et puis aussi, on s'aperçoit que dans pas mal de cas, on réalise des économies. On Mmh. reprend une procédure à l'aune de l'impact environnemental et puis on s'aperçoit qu'effectivement, ah bah tiens, j'ai une clinique, une ASV qui représentait sa clinique dans le Vet Nurse Day, qui a mis en place un changement de film de stérilisation par des boîtes, ce qu'on faisait à l'ancienne d'ailleurs, hein, et Mmh. la conclusion, c'était que en 2 ans, je crois, le coût des boîtes était amorti et donc au bout des 2 ans, on fait gagner de l'argent. C'est pas des millions, hein, mais sur cette petite action-là, on fait des économies. Et puis au niveau des hôpitaux, le calcul est un peu peut-être complexe en véto ou n'a pas été fait, à 100, mais de plus en plus d'études dans les hôpitaux montrent que le passage aux alaises lavables, le passage aux blouses lavables, aux surchaussures lavables réalise des économies, même si on prend en compte les lessives qui vont avec et le Ouais. temps du salarié qui va faire la Ouais. lessive. Donc Ouais. au global, impact sur l'environnement, ça c'est sûr. Diminution des ressources en eau, c'est évident, mais aussi impact économique. Et là, ça parle un peu plus aux dirigeants. Enfin, disons Eh que oui! si un salarié a un projet à soumettre à sa direction et qui dit: «Bah, de ce que j'ai calculé, on va faire des économies», beh, forcément, Mmh. c'est encore mieux. C'est ça et je trouve ça, amusant depuis tout à l'heure. Je me dis: «Non, pour quelqu'un qui dit qu'il sait pas vendre, je trouve que tu t'en sors plutôt bien». Tu nous as très bien vendu la fresque, Fabrice. En tout cas, moi, ça me donne envie, j'avoue. Je n'en ai jamais faite, on en a déjà parlé plein de fois. J'avais entendu trop de personnes parler de cet impact. Tu parles d'une claque, hein, il me semble tout à l'heure, de la claque que tu te prends et je crois qu'il y a une part de moi qui a pas du tout envie de se faire tarter. Et en même temps, j'entends bien tout ce qu'il y a de très convivial et de très chouette, à parler ensemble et à réfléchir à des solutions et peut-être qu'il faut que je me concentre plutôt sur ça en me disant: je ferai en sorte de me protéger sur l'impact émotionnel de prendre conscience et d'aller plutôt regarder, tout ce qu'on peut faire pour agir, en fait. Ça donne Oui, envie. c'est vraiment le message qu'on porte à chaque fois dans chaque frais, c'est Ouais, que, ouais. on ne se cache pas les yeux, c'est pas la bonne expression, mais peu importe, mais on va parler sincèrement. Effectivement, il y a des choses qui ne sont pas très positives et parfois je parle même qu'à un moment dans les étapes, notamment dans la fraise de la biodiversité, ben, on n'a que du noir dans le dernier lot et ben, c'est OK, mais c'est l'occasion. On est au fond de la piscine et on donne un coup de pied pour remonter. C'est Mmh. c'est vraiment c'est vraiment l'idée de, OK, OK, c'est le constat est terrible, mais il y a des choses à faire, il n'est pas trop tard. Mmh. Il y a des choses à faire, il n'est pas trop tard, on peut changer par soi-même. Déjà, ça fait du bien si on change les choses par soi-même. Chaque petite action qu'on va mettre en place, ça fait du bien personnellement et puis si en plus on sème la bonne parole, si on voulait avoir une connotation religieuse, bah, ça peut faire effet boule de neige assez facilement, hein. Les les Ouais. les, mmh, les psychologues qui ont analysé ce système de fresque un peu, ils ont dit effectivement, il y a soit on déprime, mais c'est pas ce qui est observé en général, soit l'action va permettre d'enlever l'éco-anxiété et c'est ça le Mmh. but. Si c'est pour être éco-anxieux derrière parce qu'on se dit: «Ah oui, quand je vais prendre la voiture, quand je vais prendre le train même, quand je vais manger,
quand je vais respirer, quand je vais faire du sport, ça va émettre du CO2 qui va amplifier cet effet de serre. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'est vraiment de dire, par définition, on va en émettre. L'idée, c'est d'en émettre le moins possible et comme Ouais. ça, de diminuer l'impact. Et puis, c'est souvent l'idée de: «OK, moi, une personne parmi 8 milliards de personnes, qu'est-ce que ça va changer?» Mmh. Et puis on a toujours cette histoire de, heu, les Chinois d'abord, hein. Les Chinois, ils émettent, 28 des gaz à effet de serre, bah, eux d'abord et puis nous on fera après. Mais non, en Mmh. fait, c'est tout le monde en même temps et puis les Chinois vont dire: «Mais vous avez commencé avant, vous, les États-Unis, vous, le Royaume-Uni, vous, la France, vous avez commencé avant» et puis si on analyse ça historiquement, ce sont les États-Unis qui ont émis le plus et puis l'idée, c'est à aucun moment de pointer du doigt un tel ou un tel, c'est tous ensemble de dire: «d'agir pour changer les choses». Et un bon exemple pour montrer que ça marche, c'est par rapport aux trous dans la couche d'ozone, les Ouais. fameux aérosols avec les CFC qui font le trou dans la couche d'ozone. On s'est tous mis d'accord avec le protocole de Montréal. Tous les pays ont dit: «On arrête les CFC». Ça marche. On a pu le OK. faire et puis on dit qu'en 2040, on aurait la fin du problème en simplifié. Donc on sait faire. Il Mmh. faut il faut il faut qu'on s'y mette toutes et tous et si possible, avant d'être, juste, au bord de la falaise, quoi. Oui. Et donc, Là, on a encore un peu de marge. ouais, l'idée, c'est vraiment à chaque fresque de dans chaque atelier de dire: «On peut faire bouger les choses. Vous Mmh. pouvez à titre personnel le faire pour vous, ça fait du bien et puis de façon collective dans votre entreprise ou manifester vos choix dans les budgets participatifs ou dans les différents votes». Faut dire: «Moi, Mmh. a priori, je suis plus intéressé par renaturer un square que par, développer un circuit de karting, par exemple. Voilà, des Ouais. choses, binaires assez simples. OK. Et puis une chose simple qui me revient quand tu parlais de l'impact, c'est que parfois je dis, vous faites partie des 2 millions de personnes et quelques, il y en a 1,8 000 je crois, peu importe, 2 millions de personnes qui ont fait la phase du climat et une participante me disait: «Moi 2 millions ça me parle pas». En revanche, se voir tous un samedi en dehors de nos heures de travail, réunis 3 heures pour un atelier à réfléchir, à voir ce qu'on peut faire. Elle me dit: «Ça me fait une chaleur, ça me donne de l'énergie incroyable». C'est Ouais. chacun y voit son niveau. Ouais, bien sûr. Et juste, depuis tout à l'heure, j'ai la question qui me trotte dans la tête. Je veux être sûre que j'ai bien compris ça et que si je l'ai mal compris, c'est le moment de l'expliquer et je suis sûre que je serai pas la seule à faire: «Ah!» On est d'accord que les fresques, c'est forcément, au service de la protection de l'environnement? C'est-à-dire qu'on va poser des questions sur divers sujets, mais dans le but d'aller prendre soin de l'environnement? Ou c'est pas ça? Parce que tu parlais de la Le fresque du football, Ah tu oui, vois? le football, en tout cas, la fin du football, c'est également de constater les impacts, que ce soit dans les textiles, hein. J'ai le nombre de t-shirts qui sont générés par journée de football. Moi, je suis fan de foot, hein, mais OK, il y a quand même un impact énorme, à la fois, textile, dans la génération de déchets, dans la pollution lumineuse et cetera, mais c'est orienté, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors après, sur les 300 fresques, tout le monde n'est pas d'accord, on est à 250, 300 fresques et cetera qui existent. OK. Il y en a qui ont plutôt une valence, sociale, donc si on regarde Ah oui, OK. sociale qu'environnementale. La fresque de la diversité, par exemple, pas la biodiversité, hein, la fresque de la La diversité, diversité, oui. je ne l'ai pas faite, mais de mémoire, elle est sociale, Oui, elle n'est pas environnementale. OK. Donc une grande majorité, je dirais comme ça un chiffre à la louche, 80-90 ont une volonté d'avoir un impact environnemental moindre, mais il n'y a pas que OK. ce Bah, c'est les 2 grands axes, enfin les 2 grands axes en tout cas, oui, c'est à ma impact connaissance. social et impact environnemental avec un gros plus sur l'environnemental pour l'instant, quoi. Oui, oui, la connaissance que j'en ai et les libellés que j'ai vus, parce que franchement, ça balaye tous les secteurs, mais c'est essentiellement environnemental, mais il y a quelques fresques, qui sont plus RSE, quoi. Il y a la fresque de OK. la RSE, la fresque de la diversité que je connais notamment, mais RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises, hein, c'est ça? oui, sociétale, peu importe, on va pas Sociétale. s'attendre à sociétale des Je me entreprises, suis donc il y a dit: même pas Je crois que je l'ai». il y a même pas le terme environnement dedans, parce que OK. c'est entreprise, mais derrière, il y a les 3 valences, voilà, les valences économiques. Il Ouais. s'agit pas d'être à 100 environnemental et de plier boutique 6 mois après, hein, c'est pas ça. Une valence économique, ça ferait presque comme Ikigai. Non, on va arrêter. Une valence économique, une valence environnementale, une valence sociétale, sociale. Mmh. C'est les 3 qui doivent être conjugués pour avoir des entreprises qui sont à la fois pérennes,
Ouais, bien économiquement sûr. et qui diminuent leurs externalités négatives sur l'environnement et qui favorisent un bien-être social, une qualité de vie au travail, et cetera. Ouais, Donc ça, c'est OK, la RSE. trop bien. Tu parlais de de des retombées, financières, enfin, je sais plus comment tu le disais, mais tu as vu qu'il y avait possibilité de continuer d'animer des fresques et que ça devienne aussi quelque chose qui te permette de générer un revenu. Aujourd'hui, tu en es où par rapport à ça? Comment ça se développe? Qu'est-ce que tu animes comme fresque? Bon, ça fait 4 questions en une, mais je suis curieuse. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Ah oui, alors je travaille en direct avec des entreprises. Là, c'est, à la fois, elles me recrutent sur, LinkedIn, enfin, elles font appel à moi sur LinkedIn, elles voient le profil, que ce soit pour le numérique, pour l'eau, pour la biodiversité. Les associations ont ce rôle aussi. Une entreprise les contacte et elles disent: «Bah, vous voulez dans quel OK. secteur? Vous voulez, à quel moment?» et cetera. Et dans ce cas-là, ils redirigent vers des animateurs professionnels, animatrices, animateurs professionnels et puis je travaille aussi avec des organismes de formation pour, dans d'entreprises qui veulent passer par les OPCO. Parce que moi je suis pas un je suis organisme de formation, mais je ne suis pas que IOPI. Oui. Pour l'instant, ça m'intéresse pas de passer et donc elles passent par des organismes qui eux font appel à moi, donc c'est de façon indirecte et puis je réalise donc, des fresques, des bilans carbone, des formations un peu plus larges, donc là c'est RSE, numérique responsable, tu en parlais, dans la présentation Ouais. et puis, il y a un projet aussi avec, 2 consoeurs qui va se lancer en avril. Moi, je peux en parler déjà, Manaïque de Kersauzon et Ouais. Jeanne Platz qui sont 2 Ah oui, consoeurs qui sont biodiversité, Jeanne. biodiversité, oui, qui Ouais, sont deux consoeurs membres d'Ecoveto aussi super. et on va lancer un projet qui sera à l'attention une plateforme à l'attention des vétérinaires qui va s'appeler SEV, structure engagée pour le vivant et l'environnement et qui va leur permettre de 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 les accompagner dans cette, transition écologique. Génial. Trop bien. Et Jeanne Plath, je me suis trompée, c'est Biodiveto, je crois, le nom C'est ça. de sa Oui newsletter. Ouais, OK. Mais c'est bien, ça vient de me donner une nouvelle idée pour une prochaine interview. Je me suis dit: «Mais oui, et Manaïque Jeanne!» En de plus, elle est très sympa. Manaïque de la société OCO. OK, OCO pour, de je compensation note. carbone. Jeanne et Manaïg. OK, bah, peut-être qu'on aura le plaisir de les avoir au micro, on verra. On va arriver tranquillement, tout doucement vers la fin de notre interview, Fabrice. Je voudrais voir avec toi s'il y a un sujet, quelque chose qui te semble important ou là que tu aurais envie de partager avec les auditeurs et les auditrices avant qu'on termine? Ah! Ah! Je te pose une colle. Lequel choisir? Allez, après je promets, on n'en parle plus. Ce serait un sujet ce serait une notion très large, mais essayer c'est vachement, pas ouais, ça se veut pas du tout professoral, mais essayez de trouver quelque chose qui vous passionne et essayez de trouver votre Mmh. ikigai dans lequel vous avez trouvé ces balances et puis c'est de toute façon, c'est certains, ils travaillent sans arrêt, d'arriver à trouver ce qui nous passionne. Mais bon, ça, OK, j'ai pas de leçon à donner et puis je suis pas du tout Mmh. spécialiste, c'est complètement gratuit. Mais là, par rapport à mon sujet du moment, dans lequel je m'épanouis, c'est intéressez-vous, intéressez-vous à la transition écologique et puis j'ai oublié dans les arguments qu'on peut donner à une entreprise, de manière Mmh. générale, au-delà d'une structure vétérinaire à s'y mettre, c'est que c'est aussi un moyen d'anticiper. Parce que il y a deux grosses jambes dans la transition écologique. Il y a à la fois les atténuations des impacts, mais aussi l'adaptation. Il faut s'adapter parce qu'on sait que on est parti pour, allez, 2,5-3 degrés dans le monde et peut-être 4 degrés en France. On est parti pour ça. Ça n'empêche que il faut parallèlement réduire au maximum les émissions, hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les 2 en même temps. Mais Oui. il faut s'adapter, il faut anticiper ça et ça, le fait de diminuer, de travailler sur la diminution du bilan carbone, de mettre en place une série d'éco-gestes, ça va grandement aider à l'adaptation future, dans les années futures du cabinet, de sa résilience un petit peu, si on voulait parler avec un terme consacré. OK, super.
Merci de t'être autorisé à partager ça et à revenir sur le sujet en faisant une petite blague ikigai quand même. On a réussi à la replacer. On n'avait pas prévu que ce serait le fil rouge autant, mais moi, je me suis bien marrée en tout cas. À défaut de fil conducteur, parce que franchement, quand tu m'as relis le parcours, je me suis dit: «Mais je m'y perds moi-même». Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est tout. Et Oui, bon, je crois qu'on s'en est bien sortis, Fabrice. Est-ce que tu as prévu de t'arrêter de travailler un jour ou pas? je, mmh, non. OK. Très bien. Question suivante. C'est un peu, là, ça y est, je suis lourd, mais je suis toujours comme ça, hein. C'est-à-dire Vas-y, que vas-y. quand on a trouvé une vraie passion, enfin une passion, on dit Ouais. souvent, c'est la formule un peu éculée, hein, mais de dire: «Ah, c'est pas un métier, quand on aime bien ce qu'on fait, c'est Oui, pas un métier». oui. C'est un peu ça, c'est-à-dire que il faudrait pas que je le dise dans les entreprises dans lesquelles je vais, mais moi, je poursuivrai bénévolement ce que je fais là parce que j'ai l'impression, très modestement, que c'est ma petite pierre à l'édifice, Ouais. que ça Ouais. a un impact, que soit ça n'a zéro impact Mmh. ou que ça a un impact positif, mais que ça n'a pas un impact négatif. Mmh. Donc à partir de là, je fonce, j'y vais et donc je ne vois pas, après je peux me lasser, je peux à Oui, nouveau changer de direction, hein, voilà, trouver, on n'est pas à une l'abri. autre passion. Puisque ça ne fait que 3 ans, hein, donc Oui, ce serait un peu prétentieux de ma part de parler, de dire que j'ai trouvé mon ikigai, mais je me complais là actuellement dans ce que je fais OK. et en tout cas l'idée c'est de continuer là-dedans le plus longtemps possible et d'essayer de contribuer autant que je peux faire dans ce changement majeur de la société. Trop bien. S'il y a des auditrices et des auditeurs qui ont envie de te contacter à l'issue de cette interview, qu'est-ce que tu préférerais qu'ils utilisent comme voie pour, pouvoir rentrer en contact avec toi? Il y a LinkedIn et puis sinon, tu pourras, mettre mon email, pas de souci, avec grand plaisir pour échanger, voire pour, voir comment les accompagner, mais pas que économique, juste pour parler de Ouais, transition écologique, ça me fera un trop bien. grand plaisir ou d'autres choses, hein. Super. Et puis merci à toi parce que c'est un podcast vraiment chouette et puis on se plonge Avec l'espace d'un plaisir. instant, d'une heure et demie dans l'univers de quelqu'un d'autre et puis encore une fois sans c'est pas des mises en avant de personnes, c'est juste des échanges. On est Oui. là pour échanger, pour découvrir un autre univers qui est pas meilleur que le nôtre, chacun son univers, mais on plonge un instant, Mmh. l'espace d'un épisode et ouais, j'adore. Trop bien, merci, pour ce petit feedback, je prends, c'est très agréable. Du coup, pour la dernière question, je vais te la poser, ça va peut-être avoir un aspect un peu morbide, mais puisque tu prévois de travailler jusqu'au bout, ma question, elle sera, le jour où ce sera le dernier jour de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais, pouvoir, dire de la carrière que tu auras eue et de, ouais, de ton impact sur le monde? Aucune prétention. Alors d'abord, comme beaucoup de mecs, je ne sais pas ce que je ferai le week-end prochain. Donc OK. là, ça fait un petit peu loin ce que tu me proposes. Et puis Je te le et souhaite en puis, tout cas. et puis, franchement, aucune prétention. Je peux pas même dire que j'ai fait ce que j'ai pu, c'est que j'ai essayé de faire des choses, voilà, et OK, franchement, pas plus loin, hein, là. Et très sincèrement, hein, c'est pas du tout de la fausse modestie. trop bien. Merci. En tout cas, c'était vraiment pour moi très joyeux ce moment avec toi, Fabrice. J'avais bien l'intuition qu'on allait rigoler parce que le contact avec toi au téléphone avait été très agréable et du coup, je suis très contente d'avoir passé ce moment avec toi. C'était vraiment chouette. Merci pour ton temps et pour toutes tes explications. Avec grand plaisir et puis très bonne continuation au podcast. Merci beaucoup et je souhaite à nos auditrices et à nos auditeurs une très belle suite de journée, quelle que soit l'heure où vous nous écoutez. À très bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.